Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Métro News. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une, le Conseil électoral provisoire prévoit de débuter les consultations pour la réforme constitutionnelle le 7 novembre prochain. Actuellement, les conseils électoraux examinent nos documents devant les orienter, dont la préparation du référendum constitutionnel et des futures élections. Le quartier de Fort National à Port-au-Prince est sous l'attaque du gang Vivre Ensemble depuis le week-end, avec une intensification des violences le 4 novembre 2024. Les agents de la PNH ont toutefois réussi à bloquer leur avancée. Également au titre de ce mardi, le poète de Jérémie, Maurice Léonce, s'est éteint à l'âge de 103 ans le 4 novembre 2024. Peu avant son décès, il exprimait encore sa vision d'une nouvelle Haïti, reposant sur des valeurs de paix, de justice et de fraternité. Bienvenue au développement de ce journal. Alors que les élections américaines sont au cœur de l'actualité mondiale, on démarre donc cette édition de Métro News par ce chapitre, mais pour parler des préparatifs pour l'organisation des élections chez nous en Haïti. Le Conseil électoral provisoire prévoit de lancer les consultations sur la réforme constitutionnelle le 7 novembre prochain à travers le comité de pilotage. Actuellement, les conseils électoraux examinent un document transmis par des cadres du CEP destiné à les guider dans la préparation du référendum constitutionnel et également des prochaines élections. Par ailleurs, le Conseil électoral provisoire précise qu'il ne souffre d'aucun défaut de majorité au sein du Conseil, bien que 2 postes restent vacants, ce qui n'empêche pas le bon déroulement du processus. Reportage Réti Fortuné. Dans un contexte de tension politique, le Conseil électoral provisoire avance vers ses objectifs. Actuellement, les conseillers sont en train de prendre connaissance des dossiers techniques de l'institution. En ce sens, un inventaire élaboré par des cadres du CEP a été soumis aux conseillers électoraux. Ces derniers jours, ils ont travaillé sur ce document dans le but de prendre des décisions en vue de l'organisation du référendum, suivi des élections dans les meilleures conditions possibles. Il y a moins d'une semaine, soit du 28 au 30 octobre 2024, certains conseillers électoraux ont participé à des séances de travail avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit. Les séances ont été orientées sur la réforme constitutionnelle, les élections, le financement de ces élections, ainsi que la situation sécuritaire du pays. Ils discuteront de ces mêmes thèmes à Washington avec des hauts responsables américains en marge de l'élection présidentielle. En effet, une délégation du CEP, constituée entre autres du président Patrick Saint-Hilaire, représentant de l'Église catholique, de la vice-présidente Schneida Adeli, représentante du secteur vaudou, ou encore du directeur exécutif du CEP, est actuellement aux États-Unis en vue d'observer la présidentielle américaine. À leur retour, les conseillers électoraux continueront à travailler afin de mettre en place un calendrier devant leur permettre d'atteindre leurs 2 principaux objectifs. Entre-temps, le comité de pilotage installé le 23 août dernier s'apprête à lancer le 7 novembre prochain le dialogue sur la réforme constitutionnelle, premier chantier du CEP. Le projet de la nouvelle constitution devrait être prêt d'ici le mois de décembre. Près de 3 semaines après son installation officielle, le Conseil électoral provisoire n'est toujours pas au complet. Les 2 représentants du secteur des droits humains et des femmes n'ont toujours pas intégré l'institution électorale, mais cela n'empêche pas les 7 conseillers électoraux en place de travailler sans défaut de majorité. Le principe de la majorité des 2 tiers étant appliqué par les conseillers, apprend-on. En politique, le Premier ministre Gary Conille suscite une vive réaction après avoir demandé au CPT de résoudre certains obstacles empêchant la tenue des conseils des ministres depuis environ 3 semaines. Lors de l'inauguration du Forum citoyen le week-end écoulé, il a souligné l'importance de publier l'accord du 3 avril 2024 et de créer l'OCAG que le CPT devrait encourager pour assurer un contrôle de l'action gouvernementale. Gary Conille a également abordé des questions sensibles, notamment les relations entre la primature et le Conseil présidentiel de transition,
les rumeurs concernant des mercenaires et également la crise sécuritaire. Alors que les membres du CPT impliqués dans le scandale sont désormais considérés comme inculpés en raison de l'ouverture d'une enquête judiciaire, l'avocat de l'un d'entre eux rejette fermement ce terme. Dans le contexte actuel, les lois de la République restent presque silencieuses sur le statut individuel des conseillers, mais de nombreux sont ceux qui estiment que l'accord du 3 avril prévoyait leur mise à l'écart. Les conseillers refusent de se présenter devant le juge d'instruction. Quelle sera donc l'évolution de ce dossier judiciaire? Maître Fredo Jean-Baptiste nous éclairera sur les dispositions légales et les implications de l'accord du 3 avril 2024 à ce sujet. Il répondait aux questions de notre collaborateur, Réti Fortuné. Avec nous sur le plateau de Métro News ce soir, Maître Fredo Jean-Charles pour discuter de politique et de droit. Notamment, on va discuter sur l'accord du 3 avril 2024. Maître Fredo Jean-Charles, bonsoir. Bonsoir, Richie Fortuné. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. On a rappelé que ou c'est normalien supérieur ou c'est avocat. On a recevoir aujourd'hui dans un contexte de conflit, de crise entre Conseil présidentiel transition avec primature, côté que de jour en jour, et tension ça, il y a prend plus ampleur. Et dans le week-end, il y a un Premier ministre Gary Coney qui fait un ensemble de déclarations. Et parmi les déclarations, il a demandé Conseil présidentiel là pour lui prendre décision sous 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale corruption BNCA. Par rapport avec ça, nous allons essayer de regarder d'un point de vue juridique, notamment sous question accord 3 avril. Est-ce que son déclaration, nous sommes capables de dire qui inscrit dans le contexte accord, est-ce que son déclaration et que le Premier ministre là, fait dans tout respect ensemble de principes qui mettait transition en sous-pied? D'accord, merci pour la question. Donc, nous sommes capables de dire, au prime abord, 3 conseillers présidents étaient indexés et par la suite, l'ULCC saisi et invité à aller, auditionner jusqu'à ce qu'ils rendent un rapport sur la situation ou bien sur sa jeune comme fait dans le cadre de dossier. Donc, par la suite, moi-même, capable de dire au prime abord, Premier ministre, alors, 3 conseillers présidents, ils étaient capables de parler devant l'ULCC. Parce que, en quelque sorte, si vous jouez prérogative présidentielle, selon la Constitution, vous avez juste à l'immunité présidentielle. Donc, par la suite, vous avez fait obstruction avec invitation à l'ULCC, soit en quelque sorte, puis vous dit que l'ULCC n'est pas compétent pour auditionner dans le cadre de dossier, soit que pour avocat agir en ce sens. Donc, pourvu que 3 conseillers présidents ont décidé de paraître devant l'ULCC, donc ça a été tout bien clair que ils ont accepté de convertir tête chaud en justiciable. Donc, qui pourrait le faire que l'ULCC déroule l'enquête jusqu'à ce qu'il sorte un rapport sur tout ça, les diligents, sur mon auditionné, sur ces gens situations ont été présentées, et puis déférer le dossier par devant le parquet, et le parquet lui-même, et ben, doyen distribuer, le choisir un juge qui pour instruire ce dossier. Donc, du fait que ça arrive là, les gens viennent inculper. Ils n'ont pas indexé encore, en quelque sorte. Donc, on nous dit toujours, est-il que, pourvu que les gens viennent indexer, Fortuné, ça ne veut pas dire que automatiquement ils sont condamnés ou soit coupables. Donc, c'est clair. Donc, pour nous dire que y a toujours juste à les présomptions d'innocence qui c'est un principe en droit pénal. Donc, en quelque sorte, nous sommes capables de dire tout, à 3 avril, qui était naissance avec le Conseil présidentiel de transition, il y a un paquet de dispositions article par article qui définit la transition, rôle, monde qui peut jouir, ou soit qui peut prendre poste, ou soit prendre responsabilité dans le déroulement de la transition. En quelque sorte, tu as tout dit que, au cas où, si tu as gagné un cas pareil, mais qui ça que tu as dû faire. Mais le Premier ministre a déclaré que le mandat pour le Conseil a décidé ou bien alors prononcer sur 4 conseils présidentiels. Ce n'est pas en quelque sorte nous capables de dire son dossier que nous capables de prendre à la légère, ni tout, faire machination politique avec lui. Parce que en quelque sorte, je pense que l'accord 3 avril là, c'est fait consensus plusieurs secteurs dans la vie nationale, secteur politique, société civile, et donc tout ça. Donc même si nous connaissons que dans la question politique, toujours gagné en quelque sorte discorde,
parfois il y a des débats contradictoires, il y a des prises de position peut-être qui, en quelque sorte, enchaînent des positions contraires et puis des débats. Même penser que le Conseil présidentiel, là, l'État doit en quelque sorte joindre en entente, soit pour avec le secteur, pour décider ensemble sur sort trois M. Sao qui vient inculper jeudi. En faut-il retourner dans les premiers moments pour nous capable mieux comprendre et ça n'a pas essayé d'expliquer là. Scandale là, il éclaté et puis tout de suite après, il y a ULCC qui t'a annoncé que il y a une enquête qui l'ouvrit sous dossier ça et tu as gagné Jean souligné là conseiller qui t'a allé dans ULCC pour aller répondre aux questions avant et résultat enquête ça sorti. Est-ce que vous avez dit nous là que par le fait même que conseiller président yo été allé ULCC, ça fait automatiquement de yo et justiciable en quelque sorte yo doit toujours mettre disponible pour on dit juge d'instruction t'a convoqué yo et puis permettre que le dossier ça lui-même y avance. Bon, effectivement, yo tout rend tête justiciable devant le tribunal de droit commun. Pour qui ça? Parce que ULCC, là que les convoqué dans le cadre de l'enquête, il parle bien pour sortir un rapport. Et même loi 2014 sur corruption, il tout dit que, et puis même loi organique ULCC, il tout dit que les enquêtes la fini, et donc rapport après le rendre, il va le déférer pas devant le parquet. Donc parquet lui-même, il va le gagner pour le rendre réquisitoire pour dossier à continuer à faire chemin. Donc si on va devant ULCC, donc faut qu'on accepte aller devant l'autre instance surtout. Mais qu'on y a un problème qui vient poser dans le cas ça, nous sommes capables de dire clairement que le conseiller président est tout beaucoup condamné, il n'est pas condamné. Il faut que nous mettions ça clair. Quand on dit beaucoup condamné, je me demande juridiquement parlant, et qui ça qui a fait que vous contraignent trois conseillers à démissionner d'un point de vue du droit? Donc, au point de vue du droit, je pense que pas de gagner des provisions légales qui définissent le conseil présidentiel que nous gagnons là. Si à 3 avril, là, il y a une responsabilité, ça, qui sont consensus politique. Je pense que le secteur qui te voyé et à 3 avril, là, tout, qui gagne des dispositions là-dedans. Donc, c'est là pour nous chercher comment on va essayer de résoudre les problèmes. Parce que, mais attendez bien, si que nous avons en question président, conseiller président, donc c'est plus gros institution pays, donc il faut que nous soyons capables de gagner un document qui nous est constitution, qui était capable de prévoir et puis définir un ensemble de problèmes qui étaient à poser. Alors que la constitution du 29 mars 1987 ne prévoyait pas donc l'existence d'un conseil présidentiel. Donc de ce fait, toute solution au point de vue juridique, c'est dans l'accord 3 avril, hein, pour nous chercher les jeunes. Deuxièmement, dans le secteur qui est désigné pour représenter. C'est là. Donc sinon, on parle de la Constitution pour dire que monsieur, c'est conseiller président, il a juste l'immunité présidentielle, il n'est pas passible devant le tribunal de droit commun, c'est haute cour de justice. La Constitution en tout pas de prévoir genre situation de fait ça, parce que nous sommes en marge de la Constitution du 29 mars 1987. Et nous en marge de la Constitution, nous en marge d'un paquet de textes de loi qui en quelque sorte régit genre de situation ça. Donc actuellement, on nous dit que dans le cadre de dossier ça, il faut que nous mettez bon sens nous et puis droit devant pour essayer de garder, même si que nous pas grand pile texte de loi qui régit, qui définit ce genre de situation dans vivre là. Donc, une des premières bagages nous t'ai fait et nous t'ai dû essayer faire, c'est publier à 3 avril là dans le journal Le Moniteur, qui était capable au moins de une force en plus qui s'allie là, qui était capable en quelque sorte, nous avons prendre des articles là-dedans, vraiment nous dit que comme nous publions dans le journal Le Moniteur, c'est ces bagages, donc nous t'ai dit, mais qui ça l'était prévoit en termes de genre de situation, soit dans le cas de corruption, côté conseil des membres viennent inculpés qui fait partie des conseils là, mais qui route nous qu'a fait avec le dossier. Mais dans le cas ça là, c'est le reste membre conseil là, avec secteur qui pour chita et puis joindre un consensus pour définir, pour avancer. Parce que, attendez bien, trois conseillers présidents, gens que moi t'ai dit tout à l'heure, ils sont pas condamnés. Mais au moins si ils sont inculpés, ça veut dire beaucoup. Mais est-ce que présentement, ils sont inculpés? Oui, ils sont inculpés. Oui, mais ça, est contraire avec déclaration avocat quelques conseillers présidents qui estimaient que le client n'est pas inculpé jusque-là. Un avocat qui dit pas inculpé, qui l'ont mon inculpé? C'est une question pour vos avocats. Un juge d'instruction saisi sur un cas de délit soit crime pour l'institut. Donc ça, automatiquement, la personne mise en cause, donc ils sont inculpés. Parce que le juge d'instruction est saisi du dossier. Le dossier n'a pas un niveau paquet, il n'y a pas de plainte. Là, les juges d'instruction est saisi.
automatiquement, les gens sont inculpés parce que le dossier a été instruit. Donc, après instruction, donc, dans toute phase, ça, inculpé, pas indexé, pas soupçonné. Même si, dans le cas ça, il faut que nous tout dit, 3 conseillers présidents au juge, ça a les présomptions d'innocence parce que, donc, il n'y a pas encore une décision de justice qui acquit l'autorité de la chose souverainement jugée. Pourvu que pour qu'on ça, on a toujours juste à les présomptions d'innocence, mais pour le moment, ils sont des inculpés. Pourtant, tout, attention, pourvu que pas qu'on ait une décision de justice, mais de ce fait, ensemble des secteurs que vous voyez, monsieur, avec le responsable conseil, capable de joindre un consensus pour essayer de traiter la question en tout. Donc ça, dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. OK, nous n'avons qu'à fou, pour nous finir, Maître Fredo Jean-Charles, nous n'avons qu'à fou côté que, mais Jean-Nousseau dit là, conflit entre CPTA avec primature, on prend et plus proportion dans la société. Nous n'avons qu'à fou tout côté que secteur qui était désigné et représenté dans CPTA, y compris ça qui est indexé dans le scandale corruption, ça, pas nécessairement sous même longueur d'onde. Par rapport avec situation difficile, ça, qui solution qui possible pour ta et permettre que 2 entités exécutives là continuent à fonctionner et ta mettre ou bien tourner page conflit ça qui existait entre 2 parties. Bon, effectivement, je pense que le tissu social a déchiré par donc l'ego, par l'égocentrisme, par un paquet d'autres fléaux. Je pense que nous devons lancer un appel à l'harmonisation. Et je pense que discorde pas qu'à mener nous nulle part, c'est concorde pour nous prêcher. Je pense que 2 têtes qui forment l'exécutif là, soit que ce soit la primature et la présidence. Donc, je pense qu'il est temps de prendre des mesures ou bien de faire des consensus pour sauver la transition. Parce que jusque-là, la transition est en péril, se trouve entravée par des conflits. Donc, conflit, ça autour, c'est même conflit, ça mais nous, dans ça que nous vivons. Je dis en clair que nous avons une situation côté que non seulement nous pas trop gagné recours à la Constitution du 29 mars 1987, parce qu'on fait un petit tournée rapide pour me dire que même si tu as parlé des conseillers présidents qui ont rempli fonction présidentielle, c'est Haute Cour de justice, la Haute Cour de justice, c'est le Sénat. Donc, le Sénat n'existe pas. On a dit que toute institution est à genoux. Yo défaillante, yo presque inexistante. Donc, je dis, c'est une situation que nous devons faire des compromis dans l'intérêt supérieur du pays, que ce soit au niveau de la primature, que ce soit au niveau de la présidence, pour nous dire que véritablement, pour nous sauver cette transition. Parce que là, mission de la transition, qui c'est rétablir la sécurité et faire réforme constitutionnelle et puis organiser l'élection, n'est que sans les passer outre. Et qui parle de catastrophe en plus, là nous connaissons que après que nous tombons dans ça, par contre, c'est l'autre transition et qui j'en parle régulier, qui j'en parle choisir, qui j'en que nous parle régilier, sous quelle base, est-ce que c'est Jamaïcain qu'on a monté, est-ce que c'est CARICOM encore, est-ce que c'est l'autre accord, nous parlons les longs accords et novembre, soit décembre, pas qu'on connaît. Donc pour éviter toute catastrophe ça, moi, je crois que le Premier ministre a une volonté de côté parle parce que des déclarations du Premier ministre m'entendent et je crois que le Conseil présidentiel a une volonté de côté parle jusqu'à la preuve du contraire et dans même 2 pôles ça demandé pour une mise en commun pour véritablement pour sauver transition conjointement avec les secteurs qui ont désigné leurs représentants et par la suite par toutes les forces vives de la société haïtienne pour nous dire véritablement nous sommes des Haïtiens, nous devons construire notre pays. Donc c'est ça l'idéal alors l'idéal même qui devrait guider chaque membre, ou soit chaque acteur donc, de cette transition. En situation qui est extrêmement difficile, Jean, on va essayer d'écrire là. Eh bien, nous répondons merci en pile, Maître Fredo Jean-Charles, pour disponibilité pour Métropole. Merci à Métropole et nous félicitons tous staff là qui font un travail colossal et nous étions quoi que monsieur va ramener à l'évidence. L'évidence, c'est sauver la transition, c'est en quelque sorte résoudre les problèmes qui rongent notre société. Voilà, c'était avec nous sur le plateau Maître Fredo Jean-Charles, avocat et normalien supérieur. Avec lui, on s'est entretenu sur l'accord du 3 avril et ses prévisions sur les conseillers présidentiels. Merci de votre fidélité à Metro News. Intéressons-nous à présent à la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer dans le pays, où le quartier de Fort National vient de s'ajouter à la longue liste de zones occupées par les gangs armés. En effet, ce quartier à Port-au-Prince a été attaqué par le gang Vivre Ensemble depuis le week-end.
avec un pic de violence le 4 novembre 2024. Cette attaque a poussé de nombreux habitants à fuir, tandis que les gangs pillaient, brûlaient des maisons et détruisaient des biens. Les habitants racontent avoir été victimes de coups, de tirs qui ont blessé certains d'entre eux et d'incendies. Malgré la présence de la police, la violence n'a pas cessé. La fumée noire des incendies se voyait de loin. Les résidents, frustrés par le manque d'action des autorités, demandent des mesures pour rétablir la sécurité dans le quartier. Autre information à la une, des avocats du coordonnateur général du Réveil national, Jean-Tel Joseph, affirme avoir déposé une plainte auprès du cabinet d'instruction contre le directeur général de la police nationale, Normil Rameau, ainsi qu'une autre plainte devant le bâtonnier maître Patrick Pierre-Louis à l'encontre du ministre de la Justice, Carlos Hercule. Ces actions, selon maître Evel Fanfan, visent à contester les actes d'intimidation de la part des autorités policières et judiciaires qui, selon lui, méprisent le droit constitutionnel de manifester et de protester contre un pouvoir qui ne respecte pas ses engagements. Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 5 novembre par Réveil national, Jean-Tel Joseph était absent. Mais où se trouve-t-il actuellement? La réponse à travers ce reportage de Rodolphe Fierluis. Il n'est pas présent à cette énième conférence avec la presse. Jean-Tel Joseph, qui a échappé de justesse à une arrestation il y a de cela 2 semaines environ, a brillé par son absence. Les avocats du concerné n'ont pas gardé le silence par rapport à cet état de fait, maître Evel Fanfan. Qui quantité moun qui victime dans la conférence de presse là, et notamment camarade Gary qui bon côté là à droite moi là, et nous t'a expliqué comment il bastonné, comment il battu, parce qu'elle t'a posé une question, il t'a demandé policiers est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un mandat, est-ce qu'il y a un mandat de perquisition. Nous t'es venu aussi pour nous te montrer l'ensemble de violations qui gagnaient en dans action ça, qui c'est une action totalitaire, qui c'est une action antidémocratique, qui c'est une action qui était visée violer droits civils et politiques de l'ensemble de l'opposition plurielle qui était là. De son côté, maître Caleb Jean-Baptiste fait état des différentes actions intentées en justice contre de nombreuses personnalités du gouvernement. L'homme de loi évoque l'idée d'une violation des droits civils et politiques du numéro 1 du Réveil national. Nous déposons une plainte formelle contre Carlos Hercule, côté que plainte ça nous déposons devant maître Patrick Pierre-Louis. Nous écrivons également, nous portons plainte cabinet d'instruction. C'est ça, directeur général police nationale là, Normil Rameau. Nous portons plainte cabinet d'instruction contre Carlos Hercule. Nous portons plainte cabinet d'instruction contre Gary Koni. Nous portons plainte cabinet d'instruction contre responsable commissariat Delma 33. Des membres du Réveil n'entendent pas faire profil bas, tenant compte de leurs propos en ce qui concerne leurs objectifs. Eh bien, nous demandons pour faire intervention et pour prendre des sanctions, des mesures contre nous. Nous ne pas prendre modèle action ça dans la société parce que nous goumons pour eux et je dis à nous avons une constitution qui consacre, qui bat nous droit. Nous avons droit pour nous faire conférence de presse, nous avons droit pour nous manifester et nous avons droit pour nous dire non et nous avons droit pour nous demander compte à un gouvernement qui dit la vie de bonne sécurité et je dis à nous parlons sur route pour la bonne sécurité. Est-il en cavale ou fait-il profil bas? Jean-Tel Joseph, qui porte le dernier message habituellement lors des conférences de presse organisées par le Réveil national comme prédicateur de l'Évangile, est aux abonnés absents ce mardi. Difficile de savoir comment ce scénario va se terminer, mais pour l'instant, le coordonnateur général du Réveil national a disparu des radars. On referme la page nationale de Métro News en nécrologie, où la ville de Jérémie, surnommée la Cité des Poètes, rend hommage à Maurice Léonce, décédé à 103 ans le 4 novembre 2024. Connu comme footballeur, entraîneur et écrivain, il a inspiré de nombreux jeunes en incarnant sagesse et engagement. En septembre dernier, il s'était marié civilement avec Marie-Édith Dorestan, prévoyant une cérémonie religieuse. Lors de son passage à l'émission Le Point, il partageait sa vision d'une nouvelle Haïti, fondée sur des valeurs de paix, justice et fraternité, révélant ses secrets de longévité, hygiène de vie, pensée positive et foi profonde. Maurice Léonce laisse derrière lui 6 enfants et une nombreuse descendance.
Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Le Conseil électoral provisoire prévoit de débuter les consultations pour la réforme constitutionnelle le 7 novembre. Actuellement, les conseils électoraux examinent nos documents devant les orienter, dont la préparation du référendum constitutionnel et des futures élections. Le quartier de Fort National à Port-au-Prince est sous l'attaque du gang Vivre Ensemble depuis le week-end, avec une intensification des violences le 4 novembre 2024. Les agents de la PNH ont toutefois réussi à bloquer leur avancée. Et puis le poète de Jérémie, Maurice Léonce, s'est éteint à l'âge de 103 ans le 4 novembre 2024. Peu avant son décès, il exprimait encore sa vision d'une nouvelle Haïti reposant sur des valeurs de paix, de justice et de fraternité. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre confiance, merci de votre attention. Restez branchés Métropole car une équipe est déjà sur place pour la retransmission des élections américaines. Restez connectés Métropole. Bonsoir.